Salut, c'est JF, bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je vais vous entretenir des masterclass en photographie. Les masterclass ou classes de maître, c'est des stages dispensés par des professionnels de la photographie. D'une certaine manière, on pourrait dire une classe de maître qui enseigne tout ce qui n'est pas écrit dans votre manuel d'instruction. Les concepts de composition comme la règle des tiers paraissent bien beaux dans les exemples donnés dans des livres et dans des cours théoriques. Mais quand vient le temps de trouver le point fort dans une scène réelle, c'est autre chose. C'est pourquoi il existe des séries d'ateliers qui mettent l'accent sur l'apprentissage en situation réelle et sur la pratique en petits groupes. Ainsi, vous aurez toute l'attention du professeur pour un cours adapté selon votre niveau. Vous êtes certain de bien maîtriser le concept enseigné. Chaque atelier traite en profondeur d'un sujet très précis. Ces formations s'adressent aux amateurs de photographie de tout niveau. J'insiste de tout niveau, parce que je reviens personnellement justement d'un masterclass donné par Fred Lemire. Fred Lemire est un photographe animalier basé au Nunavut, spécialisé dans la photographie de la faune arctique. Ses photos nettes et majestueuses ont capturé le cœur des amoureux de la faune du monde entier. Sa capacité à intervenir avec la faune dans son habitat naturel ainsi que sa technique experte lui ont valu une réputation de guide professionnel qui assure la sécurité de ses clients et des animaux tout en capturant des images spectaculaires. Les images de Fred ont été publiées dans un certain nombre de magazines, dont le National Geographic, bien sûr, le Outdoors Photographer, le Up Here, le Canadian Geographic, Nature sauvage et plus encore. J'ai donc organisé 2 jours de photographie d'Arfans des Neiges avec Fred sur l'île d'Amherst au cœur du lac Ontario. Pourquoi cet atelier? Je vous le donne en mille. Je suis pourri en ce qui a trait à la photographie d'oiseaux en vol, mais vraiment pourri. Donc, selon moi, la meilleure façon de s'améliorer est de côtoyer un pro pendant quelques jours et d'apprendre de son savoir-faire, bref, de son expérience. À côtoyer les meilleurs, on apprend plus rapidement, non? Après quelques courriels échangés entre Fred et moi, on s'entend pour les 25 et 26 janvier. On est seulement au mois d'août. Ça vous donne une idée qu'il faut se réserver d'avance pour avoir de bonnes dates et surtout pour ne pas être déçu quand tout est déjà complet. On est toujours au mois d'août, il fait beau, on fait de la photo. Début décembre, je reçois un courriel de Fred. Je dis Fred parce que lors de nos 2 jours passés ensemble, on s'est comme liés d'amitié. Tu sais, 2 gars de wildlife sur une île. Pas vraiment, mais nous étions 3. Mon chum Jean-Marc était là, Fred et moi. Je reçois donc un courriel de Fred. 1, pour me rappeler les dates de notre expédition. Et 2, il me donne des suggestions au sujet du matériel photographique à apporter. 3, pour me donner des conseils pour ce qui a trait au côté vestimentaire. C'est certain que je savais déjà tout ça. Je suis quand même un photographe animalier qui photographie hiver comme été. Je voulais juste illustrer ici le souci de Fred. C'est ça, un photographe professionnel. Il a le souci du détail. Il fait tout pour rendre la chose agréable et que ça fonctionne bien. Un peu plus tard, au cours de l'émission, je vais vous donner mes 5 critères pour sélectionner un bon instructeur. Je commence ma préparation la fin de semaine avant. Je fais la sélection des boîtiers et des lentilles. Je vous dirais que c'est à un moment comme celui-là qu'on apprécie de ne pas avoir trop d'équipement, car c'est plus facile de se préparer quand on utilise souvent le même matériel. On nettoie tout ça, on range tout ça dans notre sac photo. La meilleure façon de ne rien oublier, c'est d'avoir un checklist. On coche, on n'oublie rien à la maison. Un conseil ici, 2 boîtiers. Quand vous payez pour avoir une formation avec un professionnel, amenez toujours 2 boîtiers. Vous voulez revenir avec des belles images, n'est-ce pas? Bien, avec vos 2 boîtiers, vous mettez toutes les chances de votre côté. Si un des boîtiers vous laisse tomber, bien, vous avez un backup pour continuer à faire de belles photos. Conseil 1A. Prenez toujours le même boîtier que vous possédez déjà. Comme ça, tous les boutons, les réglages sont au même endroit. Vous n'aurez pas à vous familiariser avec un autre type d'appareil. Le conseil 1B, mettre un autre type de lentille sur le 2e boîtier. Comme ça, vous allez pouvoir couvrir une plus grande focale avec vos 2 appareils. Personnellement, j'utilise un zoom 200-500 sur un de mes boîtiers et un 12-24 sur l'autre. On arrive aux vêtements pour faire de la photo à l'extérieur l'hiver. C'est très important de bien choisir ses vêtements pour l'extérieur parce qu'on va passer une grande partie de la journée sur la banquise au vent. C'est ce qui fait ou défait une journée passée au froid. Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir froid. Je vous jure que vous ne pourrez pas prendre de belles photos si vous êtes gelé. Et n'oubliez pas que contrairement à la randonnée, vous allez souvent être immobile à attendre votre sujet. Je privilégie le système des 3 couches. Le système des 3 couches est une technique adoptée par un grand nombre de photographes animaliers. C'est une méthode
que vous devez comprendre pour vous habiller de façon optimale et vous adapter à toutes les conditions. Je vais aller rapidement sur le système des 3 couches. Si vous désirez plus de renseignements, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante sur Internet au bas de l'écran. Première couche, c'est la couche de base. C'est la couche que vous avez au contact de votre peau. C'est probablement celle qui est la plus négligée alors qu'elle joue un rôle très important. La couche de base a pour but de garder votre peau au sec afin d'éviter la sensation de froid. C'est pourquoi cette couche doit être respirante, c'est-à-dire qu'elle doit évacuer votre transpiration pour que celle-ci ne soit pas ou plus en contact plutôt avec votre peau. Deuxième couche, c'est la couche intermédiaire, soit celle d'isolation ou de chaleur. Cette couche-là a pour but d'isoler, c'est-à-dire de retenir la chaleur de votre corps du mieux possible. Le meilleur moyen pour cela est d'emprisonner l'air autour de votre corps car l'air est un excellent isolant. La troisième couche, c'est la couche externe ou la couche de protection. La couche externe, c'est la couche qui est en contact avec le monde extérieur. Elle a pour but de protéger du vent, de vous protéger du vent et de l'humidité extérieure, la pluie, le brouillard, la neige dans ce cas-ci. On arrive aux 2 articles les plus importants, les bottes et puis les gants. Les bottes, moi, c'est des bottes Sorel avec des bas en laine de Mérinos et en option des sacs chauffe-orteils. Les gants, après avoir testé plusieurs sur le terrain, je vous recommande les gants E3 Smart. C'est des gants qui ont été conçus pour les forces spéciales européennes. Ces gants sont durables, chauds et super fonctionnels, offrant un accès à vos doigts sans avoir à retirer la coque. On arrive donc sur l'île, dépose nos choses, on s'habille, let's go, pas de temps à perdre, le temps est couvert, la lumière est divine. On embarque dans le camion de Fred, direction banquise. C'est dans un moment comme ça qu'on reconnaît les talents d'un guide professionnel. Fred possède un œil de lynx. C'est exactement ce qu'il faut car repérer un enfant des neiges sur une banquise, je vous le donne tout de suite, c'est pas donné. Il y en a un là. Où ça? Là! Bien oui, il y en a un. Immobile sur le banc de glace. Fred nous donne la marche à suivre pour s'approcher du harfang sans le faire décoller. L'adrénaline pompe, je suis prêt, on approche, accroupi, 4-5 pas, on prend des photos. On s'accroupit de nouveau, 4-5 pas, on prend des photos. On attend que l'oiseau détourne son regard, 4-5 pas, on se relève doucement, on prend une autre photo. Évidemment, je ne peux pas vous révéler tous les conseils dispensés par Fred. Vous comprendrez que ce qui arrive sur l'île d'Amherst reste sur l'île d'Amherst. Par contre, ce que je peux partager avec vous, c'est un moment de grâce. Je vous disais plus tôt que le temps est couvert, mais couvert par une fine couche de nuages, ce qui diffuse la lumière. Une lumière qui ressemble à une lumière polaire, blanche avec des teintes de bleu. C'est vraiment une lumière divine, car avec le bleu des glaciers sur la banquise, on pourrait se croire beaucoup plus au nord. Vraiment, je pense qu'on pourrait se croire au pôle Nord. Notre guide repère des cygnes muets sur une partie dégelée du lac. Je m'approche doucement du groupe de cygnes. Ils tolèrent ma présence. Je me couche sur la glace, je continue à avancer accroupi. Je continue d'avancer doucement vers eux tout en prenant des photos. Je dois faire attention parce que je ne connais pas l'épaisseur de la glace. Je suis maintenant à une vingtaine de pieds du groupe. Fred, notre guide, aperçoit à l'horizon 3 cygnes qui volent vers nous, ou plutôt vers moi, car ils viennent rejoindre le groupe. Je me mets à genoux pour augmenter ma stabilité, je les attends, ils s'en viennent doucement vers moi. Comment vous décrire ce moment-là? Voilà, c'est un moment où je me sens hors du temps, hors du monde, un moment de contemplation où la caméra et moi ne faisons qu'un. Voici en image cet instant de grâce pour un photographe animalier. Apéro Intello. Pour un gars qui la veille n'avait aucune bonne photo d'oiseau en vol, j'étais plutôt fier de mes shots, de mes photographies. La plupart des photographies d'oiseaux qui viennent les ailes ouvertes vers le photographe sont arrangées avec le gars des vues. Je ne me ferai pas d'amis en vous disant ça, mais c'est la vérité.
Les photographes utilisent des appâts pour les attirer, comme des souris vivantes, par exemple. Moi, je refuse de faire ça. Je considère que la fréquence et l'utilisation massive de ce moyen peuvent mener à un dérapage. L'observation en nature d'êtres vivants exceptionnels, c'est un privilège et non un droit. Cette semaine, à Derrière les clichés, je reçois Simon Leblanc. On est donc rendu au deuxième segment de notre émission, soit Derrière les clichés. Cette semaine, ça va être un peu spécial. Je reçois Simon Leblanc. Pourquoi c'est spécial? Parce que Simon commence, puis il va nous donner la vraie réalité d'un photographe qui commence. Fait que salut Simon. Salut, ça va bien. Bienvenue. Oui. Écoute, la première affaire que j'aimerais que tu nous parles, c'est un peu comment a débuté ton histoire avec la photographie. En fait, moi, j'ai commencé la photo quand j'étais en voyage, j'étais aux États-Unis. Puis j'étais sur une île, ça s'appelle la St. Garden. Puis sur cette île-là, il y a un petit camping. Puis à chaque été, je sais pas qui, mais ils mettent des chevaux sauvages sur cette île-là. Fait que les chevaux sont comme pris sur cette île-là, puis ils se promènent dans le camping, ils sont libres, puis ils vont aussi sur la plage. Moi, je me promenais là, tu sais, puis ça faisait comme 2-3 jours que j'étais là, puis je tripais vraiment, puis je me suis dit, faut vraiment que je prenne des photos de ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, c'est trop beau. Fait que je suis allé au Walmart qui avait pas loin, puis je me suis acheté une caméra. Je connaissais rien là-dedans. J'ai pris la première que j'ai vue que je trouvais qui avait l'air meilleure, puis je suis arrivé au camping direct, puis j'ai commencé à prendre des photos. Puis c'est là que ça a commencé. Là. On s'entend que ça commence plutôt bien comme sujet. Est-ce que tu as fait une école de la photo? Non. Moi, je n'ai fait aucune école de photo. La seule chose que j'ai faite, en ce moment, j'étudie en cinéma au Collège Antique. Puis en commençant, la première chose qu'on voit, c'est les principes de base d'une caméra. Fait qu'on voit comme l'ISO, le shutter speed, ces trucs-là. Le triangle, OK. Mais à part de ça, c'est que du vidéo. Fait que moi, quand on a commencé avec ça, avec la photo, on a commencé avec un réflexe T3. C'est une T3i, une Canon. On a commencé avec ça, puis ça m'a vraiment aidé là, pour être capable de plus contrôler ma caméra, puis pouvoir plus donner mes émotions, puis tout ça par rapport au... ça à travers. C'est ça. Fait que c'est la première école. C'est la seule école que j'ai faite, sinon c'est vraiment par moi-même, là, en regardant des petits trucs sur Internet, puis en gossant sur ma caméra. Là. Je vous dirais à la maison que pour moi, personnellement, c'est pas le diplôme ou non qui fait la différence, c'est vraiment la confiance que tu as en toi. Je pense que si tu as confiance en toi d'un métier comme la photo, évidemment que ça prend des connaissances, Absolument. Mais on est capable d'apprendre sur le tas et de devenir un très, très bon photographe. Absolument. Quand on commence, est-ce qu'on met notre argent sur un boîtier ou sur un objectif? Moi, je pense que pour commencer, la meilleure chose, n'importe quel boîtier, mais ce qu'il faut, c'est vraiment c'est une bonne lentille. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Le boîtier, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne photo avec ça. La lentille, c'est ce qui va vraiment aller chercher le plus de détails. Puis, je pense que c'est ça qui vaut le plus la peine. C'est ce qui va faire ou de faire une photo, finalement. Ouais. Puis, évidemment on pense que quand on part, bien, notre budget il est plutôt serré. Fait qu'on commence par s'acheter quoi quand on veut se lancer en photo? Moi, je pense qu'on y va vraiment avec notre budget. Je pense qu'il n'y a pas de pas bon truc pour commencer. Je pense qu'on y va vraiment avec notre budget. Puis, il y a toujours moyen de faire une photo qui a de l'allure avec pas mal n'importe quoi. Je pense que si on comprend un peu les principes, le règle des tiers, tous ces trucs-là, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bon. Puis c'est ça. Puis à mesure qu'on avance, qu'on progresse, je pense que c'est sûr que là, après ça devient mieux de se prendre quelque chose de meilleur. Mais pour commencer, je pense que c'est bon pas mal avec n'importe quoi. D'accord. Puis évidemment que quand on commence, on n'a pas de clients. Fait qu'un gars comme toi qui commence va chercher ses clients où et comment? Mais je pense que le meilleur modèle qu'on peut avoir, c'est son copain ou sa copine. Okay. Moi, mon meilleur modèle, c'est ma copine. Écoute, dès que j'ai une idée de photo, je vais la voir. Puis viens-t'en, on va faire une photo. Okay. On va se promener à Montréal, on prend des photos. Sinon, je pense que c'est d'offrir ses services. Je pense que tout le monde veut des photos des photos de soi. Fait que je pense que juste d'aller voir une personne, demander ça te tente-tu d'avoir des photos, je te charge rien, puis je te donne tout qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que pas mal n'importe qui va dire oui. Là. Fait que tu montes ton portfolio comme ça, c'est-à-dire que tu vas vers les gens et puis tu leur demandes de les prendre en photo, puis en échange, tu leur laisses des photos à eux autres, puis pendant ce temps-là, exactement. Moi, je vais chercher des gens que je me dis, ah, cette personne-là, elle a des traits particuliers, ah, j'aimerais ça, quelque chose que je pourrais exploiter, ses yeux. Fait que je vais chercher ces personnes-là, puis moi, ça me permet de me bâtir un portfolio, puis
Tu l'as pratiqué. J'ai quelque chose à présenter. Oui, c'est très bien ça. Tu nous as amené des photos, j'aimerais ça qu'on en regarde une coupe. Oui. S'il te plaît. Fait que je te laisse commenter. Ça, dans le fond, premièrement, la modèle, c'est Ariel Chartrand. D'accord. Dans le fond, c'est une fille qui est super populaire sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Puis la maquilleuse, c'est Laurence Coury, une super bonne maquilleuse avec qui j'ai travaillé pour faire cette photo-là. Dans le fond, comment ça fonctionne avec elle, elle fait le maquillage, je suis pas tellement au courant de ce qu'elle va faire. Elle vient, puis moi, je prends les shots. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, elle s'occupe vraiment du maquillage, moi, je m'occupe des shots. Puis c'est ça. Dans ce temps-là, est-ce qu'il faut que tu paies la mannequin? Non. Dans le fond, cette modèle-là, c'était Laurence qui la connaissait. OK. Fait que dans le fond, on m'a contacté, excuse-moi. Ouais. Puis on m'a dit, est-ce que tu entends de prendre des shots, de prendre des photos, puis on va faire un body painting, puis ça. Ben oui, venez-vous-en. Puis ça, ils sont venus chez nous, j'ai mon petit kit chez nous, mon petit studio, homemade, là. Je fais dans mon salon, je tasse mon sofa, j'ai mes 2 softbox sur mon mur qui est blanc. Ça me rappelle des souvenirs. Je vous dirais à la maison que ce que Simon vient de nous dire, c'est très intéressant parce que ça aide beaucoup à percer ou à ouvrir beaucoup de portes. Vous connaissez toujours du monde quand vous commencez à faire de la photo, soit qui sont maquilleurs, qui sont coiffeurs, qui ont un rapport plus ou moins près avec la photo. Il faut aller vers ces gens-là. Il faut s'entraider entre nous autres. La fille qui fait les maquillages est super contente, elle, d'avoir des photos de son maquillage qu'elle peut présenter à des clients ou à des futurs clients, que ce soit pour des mariages, des choses comme ça. La même chose pour la coiffeuse. Ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, la coiffeuse, elle en veut aussi un portfolio, fait que tout le monde s'échange des choses, puis tout le monde, graduellement, apprend à travailler en équipe, ce qui est une excellente chose, parce que quand tu veux faire de la photo de modèle, il faut que tu apprennes comment de temps ça prend. On prépare le modèle, les étapes qu'il y a à faire, fait que quand tu arrives à faire des shootings qui sont payants, tu sais à quoi t'attendre, tu sais tout ce que les autres font et dans l'ordre que ça doit être fait. Est-ce qu'on pourrait y aller avec une autre image, s'il vous plaît? Même chose. C'est Ariel, encore une fois. Même principe, même shooting. Autre shot, c'est tout. OK. On continue? Ça, c'est ma copine. OK. Justement, c'est ma... Ça aide d'avoir un beau mannequin, en passant. Non, c'est ma première modèle. Oui. Puis j'apprends beaucoup avec elle. Je pense que... Surtout que c'est pas une personne qui est super habituée à se faire prendre en photo. Un peu timide. Okay. C'est toujours bon, je trouve, de commencer avec une personne qui est un peu plus difficile. Comme ça, quand on arrive avec des gens qui sont super habitués, ça devient soudainement tellement facile, ça devient tellement... C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, t'as raison. Oui, vraiment. Quand j'ai commencé avec elle, je la dirige un petit peu plus. Puis quand j'arrive avec quelqu'un qui est super habitué, écoute, la personne... Puis au même titre que si tu tombes sur quelqu'un, justement, qui est difficile à diriger, mais tu as une certaine expérience de comment les prendre, de savoir comment dealer avec la timidité des gens, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est le fun aussi, c'est que vu qu'on a un lien, on se connaît bien, puis tout ça, on communique bien ensemble. Fait que, je veux dire, c'est beaucoup plus facile de commencer aussi parce qu'elle sait un peu ce que tu veux, puis elle sait, la communication est super bonne. Là. Fait que je pense que c'est une clé aussi avec un modèle, la communication. Ça fait une base qui est plus solide, effectivement. Ouais. On pourrait y aller. Ah! Ça, c'est Charles Pellerin. C'est un humoriste de la relève au Québec. Ça, c'est une photo qu'on avait faite pour une publicité là, pour son ami qui a un podcast, Dread sur le tape. OK. Puis on rencontre ça comment, ces gens-là? C'est eux autres qui t'appellent? C'est toi qui les appelles? Ça, en fait, c'est Charles, c'est un ami d'enfance. En fait, avec mon cousin, on a passé notre jeunesse à jouer à Nintendo 64. Puis on s'est comme perdu de vue à un moment donné pendant quelques années. Puis ça a donné qu'il est devenu humoriste, puis moi j'ai fait de la photo, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, je l'ai contacté, puis j'ai demandé si ça lui tentait de venir faire un shooting à la maison. Puis oui, absolument. Il est venu, puis ça a été super, là. Je pense que Simon vient de dire quelque chose de très important, c'est de contacter les gens. Quand on commence, on n'a pas tout à fait confiance en nos moyens, puis on a peur d'appeler les gens. Moi, je vous le dis tout de suite, vous avez beau être le plus grand photographe du monde, s'il n'y a pas personne qui est au courant, vous ne ferez jamais une scène avec ça. Fait que vous ne vous gênez pas, vous appelez et vous en faites des choses qui sont gratuites. Il y en a qui se disent « Ah, moi, il n'est pas question que je fasse de la photo sans être payé. » Bien, vous n'irez pas nulle part. Il faut foncer, il faut offrir vos services, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers Instagram, que ce soit à travers ce que vous voulez, offrez vos services, gagnez de l'expérience. Vous allez faire des shootings à un moment donné et vous allez vous rendre compte que vous allez vous mettre à connaître beaucoup de gens. Surtout au Québec, le cercle n'est pas très grand. Fait que ton nom va commencer à se promener quand même assez rapidement. Puis, inquiète-toi pas, si tu es un bon photographe, tu vas en faire de l'argent.
Une autre photo, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est vraiment d'autres choses. Ça, c'est, dans le fond, les deux modèles, c'est Juliette Clémentine-Aubin. OK. C'est une photographe. Oui. Puis, dans le fond, elle m'a beaucoup aidé pour commencer. Super bonne, puis elle m'a donné des bons trucs pour commencer à faire du portrait. Fait que, dans le fond, ça, c'est une des premières fois que j'ai fait des portraits. Puis, justement, elle m'a montré un peu les trucs. Puis, ben, j'en ai profité pour la prendre en photo. Le gars, c'est Yannick Thibault. C'est copain-copine. OK. Ils sont ensemble. Puis, c'est sûr que pendant le shooting, là, on buvait justement cette boisson-là. C'est fucked up, ça s'appelle. C'est un peu comme de la Four Loko, mais c'est version québécoise. D'accord. Puis, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai décidé d'en prendre une gorgée, comme ça. Puis, ben, la photo s'est retrouvée sur Instagram. On l'a publiée sur Instagram. Puis, ben, la compagnie l'a vue, puis l'ont publié sur leur page Facebook. Fait que ça s'est rendu jusque-là. Oui, justement, oui. Fait que dans le fond, c'est vrai, ce qu'on dit des fois, c'est qu'on est toujours à une photo d'être découvert ou à une photo de rencontrer quelqu'un. On a un bel exemple. Exactement. Une fois que cette photo-là se ramasse sur le Facebook de la compagnie ou l'Instagram, on fait quoi? On les appelle, on les dérange, on dit « Hey, c'est à moi ça, t'en veux-tu d'autres? Ça fonctionne comment? » Ben, moi, je pense que la première chose à voir, c'est voir si on a été crédité pour les photos. Voir si... C'est un bon début, effectivement. C'est ça, exactement. Est-ce que c'était le cas? Ça l'était pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté, puis j'ai demandé d'avoir les crédits. OK. Puis, écoute, il n'y a aucun problème. Là, ils m'ont dit parfait. Fait que, dans le fond, tout de suite après, ça a été fait. Parce que là, on s'entend qu'on passe d'un exposure de 100 personnes qui l'ont vu À beaucoup plus de personnes. quelques milliers c'est qui ça. l'ont vu. Fait que, non, moi, j'étais super content. Tu sais, je vois la photo, puis là, je vois qu'il n'y avait pas mes crédits. J'étais comme, oh, bon, OK, je vais les contacter. Je me suis dit, il y a sûrement pas de problème, c'est des compagnies comme ça, je veux dire. Non, Des fois, donc c'était juste un c'est petit plus oubli. un Là, fait oubli. que il n'y a aucun problème. Là. Directement après, là, moi, j'ai vu mon nom apparaître, puis c'était parfait. Parce qu'on veut voir notre nom apparaître quand même. On veut que ça se promène, ces photos-là. Ouais, exactement. OK. Fait qu'à partir de rien, qu'on s'amuse, on s'est ramassé Ah vraiment... ouais, c'est super inusité comme photo. Là, on s'amuse, là, puis tout d'un coup, ben, on publie ça, puis boum, ça se ramasse sur la Ça doit être bon pour l'ego d'un Ah, j'ai photographe aimé ça. aussi. Surtout quand je commençais, là, j'ai vraiment aimé ça. C'est le Ça fun. donne un bon petit coup de pouce Une quand fierté, ça arrive, ouais. ces choses-là. Est-ce que tu nous avais amené d'autres photos? Oui, j'ai amené d'autres photos. Ça, c'est une fille qui a posé déjà pour des petits... Il a fait des petits trucs avec des compagnies, puis... Quand tu parles de petits trucs, tu veux dire comme modèle? Oui, comme modèle. Fait que dans le fond, moi, je lui ai demandé, ça, il tentait de venir prendre des photos, puis absolument, elle est venue. Puis, je veux dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne à chaque fois. La plupart du temps, je vais voir les gens, je leur demande s'ils veulent venir prendre des photos, puis c'est rare que je me fais dire non, là. La plupart du temps, les gens, ça leur tente. Qui veut pas des photos, là? Puis on s'entend que même s'ils disent non, Au pire, ils vont dire non, puis on va demander à quelqu'un c'est d'autre. ça, là, c'est on ça. voit la personne d'à côté. Même chose. Là-dessus, on voit que j'ai mis l'accent un peu plus sur les yeux. Je trouvais qu'elle avait des super de beaux yeux. Fait que... Oui, effectivement, là, de super de beaux yeux. Puis j'aime bien aussi de la façon que tu as travaillé la photo, que tu n'as pas mis genre passeport, le visage en plein centre. On voit Non. que tu commences à, Ouais, ben c'est ça, à règle des tiers, c'est puis ça, ouais, ouais. à vraiment jouer un petit peu plus de façon artistique avec tes photos. C'est très bien. On voit une certaine évolution aussi là, de la façon que tu cadres puis tout ça. C'est très bien. J'aime ça. Ça, c'est la fameuse photo des chevaux quand j'étais sur l'île de la Sainte-Garden. C'est ce qui t'a inspiré, ce qu'on s'est dit en début d'émission, c'est ce qui t'a inspiré à aller t'acheter une caméra. Exactement. Ça a été pas mal une de mes premières photos que j'ai prises là, avec ma première appareil photo. Là. Wow! Ouais. C'est comme début, c'est plutôt bien. Hein? Ça On est loin de photographier notre G.I. Joe. Ouais, ça date de 2015, c'est ça. Ouais. C'est très bien, franchement. Ça, c'est-tu toujours sur l'île? Non, ça, c'est à la Montagne Noire, dans le fond. C'est pas très loin d'ici. Puis, OK. Dans le fond, je suis allé au sommet de la montagne, puis je suis sorti ma caméra, puis j'ai pris ça comme photo. Fait que ça, on appelle ça de la photo pour se faire plaisir. Exactement. C'était vraiment juste pour me faire Non, mais plaisir. c'est plaisant de faire de la photo Ouais. aussi. Écoute, j'ai une petite question comme ça que les gens se posent quand on commence. On fixe nos prix comment? Comment on en arrive à dire ça coûte tant? On est nouveau, on veut pas perdre des jobs. Et puis de l'autre côté, ben on veut pas charger trop cher parce qu'on a peur que les gens nous prennent pas, mais on veut quand même charger un certain prix Ouais. parce qu'on veut vivre aussi. Moi, je pense que c'est d'y aller de commencer bas, Oui. puis d'y aller avec voir la demande. Puis, OK. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Là. Je veux dire, je commençais mes prix super bas, puis je regarde, puis quand je vois que les gens sont intéressés, ben, je me fixe comme ça. Je me compare aussi un peu avec les autres. Je regarde un peu, je pose des questions.
comment tu chargeais quand tu commençais, puis... Comme ça te donne un barème. Ouais, c'est ça. Moi, je vous dirais que la chose la plus importante quand vous allez vouloir parler de prix avec vos clients, c'est de ne pas baser vos prix sur le temps que ça va vous prendre. Parce qu'à un moment donné, ça va vous rattraper. Si vous chargez 100$ de l'heure pour faire des photos, bien, à un moment donné, vous allez travailler plus vite, fait que ça ne deviendra plus 100$ de l'heure. Vous allez toujours travailler pour le forfait. Un forfait, ça coûte tant, que ça prenne tant de temps, que ça en prenne plus, c'est la même chose. Fait que sur ce, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au plaisir. Je vais vous parler des 5 critères de sélection d'un instructeur en photographie. Le premier, c'est la solidité du portfolio de l'instructeur, évidemment. Il faut un portfolio solide qui ne vient pas nécessairement d'une personne formellement formée en photographie. Les meilleurs photographes que je connais sont pour la plupart autodidactes. Regardez la qualité du portfolio, elle devrait parler d'elle-même. Deuxième, l'instructeur offre des techniques de composition et de la théorie. On peut supposer que tout instructeur de photographie couvrira des sujets tels que l'exposition, soit l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO et l'autofocus, ainsi que d'autres fonctions techniques de votre équipement. Ça doit aussi comprendre un atelier qui a des exercices pratiques. Demandez si des séances pratiques de photographie sont prévues. C'est une chose d'apprendre sur papier, mais c'est une autre affaire de les appliquer sur le terrain. La motivation de l'instructeur à devenir enseignant, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon enseignant. Idéalement, vous recherchez quelqu'un qui est aussi passionné que vous par son enseignement que par sa photographie. N'ayez pas peur de demander pourquoi il enseigne la photographie. Un autre point, l'instructeur maîtrise le flux de travail de la photographie et du numérique. C'est très important. Les photographes numériques, qu'ils soient soit des pros, soit des amateurs, doivent être plus que juste des photographes de nos jours. Ils ont besoin de connaître les logiciels de haute technologie. Demandez à votre futur enseignant s'il offre un atelier qui couvre le flux de travail numérique utilisé pour la photographie. Je parie que vous ne pensiez jamais qu'il y avait autant de questions à poser et qu'il y avait autant de critères de recherche pour trouver un bon instructeur, n'est-ce pas? Bien sûr, si vous avez des questions sur cette liste, il y a des conseils que je peux vous offrir, fait que n'hésitez pas à m'envoyer un email, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, à la semaine prochaine.